traditionnelle sur la Libye, des plages, du soleil, des oasis. Mais puisqu'on est en Suisse et qu'il a neigé ces derniers jours, je tenais à vous dire que dans la montagne verte, à l'est de la Libye, il a neigé. Et voilà la preuve de cet aspect qui est méconnu de la Libye. La Libye est souvent présentée comme étant un pays désertique, ce qui est le cas, comme un pays où il y a des chameaux, ce qui est le cas, comme un pays producteur de pétrole, ce qui est le cas, mais on ne sait pas beaucoup que la Libye aussi abrite des belles plages et une montagne verte où il neige, où il y a une vallée, la vallée de Marj, qui vous conduit de Benghazi jusqu'à Beïda, avec un espace verdoyant et avec une agriculture assez dense qui surprend les visiteurs que j'ai accompagnés, mes amis africains, européens. Lorsqu'ils se retrouvent en Libye, ils ont l'impression de trouver sur place des gens qui se tirent dessus, une guerre civile interminable, plus des chameaux, du désert et du pétrole. Ce qui n'est pas toujours le cas, Dieu soit loué. Mais puisqu'on est à Lausanne, mes amis au centre m'avaient invité, à juste titre, à commencer par un rappel historique. Et puisqu'on est à Lausanne, je tenais à vous dire que nous tous, jeunes Libyens, quand on était à l'école primaire, on commençait à apprendre notre histoire avec une date fatidique. C'est le traité d'Ouchy-Lausanne de 1912. Ouchy n'est pas loin d'ici. C'est un traité en vertu duquel la Turquie ottomane d'alors avait cédé la Libye à l'Italie, avec laquelle elle était entrée en conflit. Par conséquent, la Libye est devenue en quelque sorte une colonie italienne entre 1912, 1911 plutôt, jusqu'au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Beaucoup, grâce à un metteur en scène connu à Hollywood et suivant les vœux de feu Mohamed Kadhafi, il y avait un film, Omar el-Mokhtar, qu'avait campé un fameux acteur que vous connaissez, d'origine, je pense, portugaise, Anthony Quinn, qui avait joué le rôle d'Omar el-Mokhtar. Omar el-Mokhtar est une figure de proue, figure nationaliste pour les Libyens et pour les Arabes qui ont, à travers ce film, avaient connu la lutte des Libyens contre la colonisation italienne pendant au moins la première décennie. Suite à quoi Omar el-Mokhtar fut pendu à l'est de la Libye par les colonisateurs italiens. La Deuxième Guerre mondiale offrait au jeune prince Idriss. Le prince Idriss Sénoussi était le fils de la confrérie Sénoussi, qui est venue s'installer à l'est de la Libye, à l'oasis Jacques Boub, une confrérie sophiste, mais qui avait marqué par sa présence l'histoire libyenne, surtout en Cyrénaïque. Et donc les Libyens qui combattaient le colonisateur italien à l'époque s'étaient identifiés à la confrérie qui, sur des bases surtout religieuses, avait mené le combat contre le colonisateur italien en Cyrénaïque. Mais en plus de cela, il y avait Omar el-Mokhtar qui, avec ses compagnons, qui combattaient les Italiens sous la houlette de la confrérie Sénoussi. Donc le prince Idriss, qui avait élu domicile, qui avait élu asile en Égypte voisine, il avait décidé en 1940, avec des braves Libyens qui avaient fui en Égypte, il avait fondé le 8 août 1940 l'armée nationale libyenne. Et du coup, après, il avait combattu aux côtés notamment des Britanniques qui étaient présents, comme on le sait, en Égypte. Et après la défaite des Italiens, après la défaite des Italiens et des Allemands, Rommel a été défait à El Alamein, et puis il avait battu retraite en Libye.
à Tobrouk et ailleurs. Il y avait Montgomery, le maréchal Montgomery d'un côté, puis le maréchal Leclerc aussi, qui était venu du Tchad, chasser les Allemands et les Italiens à l'époque qui étaient présents en Libye. La Libye est devenue, suite à la Deuxième Guerre mondiale, faisait l'objet d'un protectorat tripartite. Les Britanniques avaient un mandat, un protectorat sur la Cyrénaïque. Les Américains avaient un protectorat sur la Tripolitaine, la partie occidentale de la Libye, et les Français avaient un protectorat au Fezzan, au sud de la Libye. Cette situation a perduré jusqu'au vote le 21 novembre 1949 de l'Assemblée générale des Nations unies, où le représentant d'Haïti a fait pencher la balance pour l'indépendance de la Libye. Donc le 21 novembre 1949, l'indépendance de la Libye fut votée par l'Assemblée générale des Nations unies. Le 10 décembre, tout de suite après, Adrian Pelt, un diplomate des Pays-Bas, avait été désigné pour être le premier représentant spécial des Nations unies en Libye, et il avait conduit avec les Libyens à la rédaction de la Constitution et à la proclamation d'un État fédéral en vertu d'une Constitution qui a été proclamée le 7 octobre 1951. Le 24 décembre, la Libye fut proclamée indépendante par les Libyens, donc c'est la fête nationale libyenne le 24 décembre 1951, et c'est à partir de 1952 que le prince Idriss Sénoussi devenait le premier roi, le premier chef de l'État d'une monarchie en Libye. Donc avec un État, comme je disais, fédéral, qui était composé de 3 wilayas principales. Le Fezzan au sud, la Tripolitaine à l'ouest et la Cyrénaïque à l'ouest. C'est un État juridique et de fait qui a continué jusqu'en 1963. Je rappelle que les premiers signaux de découverte de pétrole commençaient déjà en 1957-1958. Du coup, le gouvernement d'alors avait constitué une commission nationale des pétroles. Il n'y avait pas encore un ministère, mais le ministère avait commencé puisque les premières productions pétrolières commençaient à peine à être produites en 1962. Les compagnies pétrolières d'alors, notamment britanniques et américaines, ne savaient pas à quel sein se vouer, compte tenu de la rivalité entre l'État fédéral et le gouvernement central d'alors. Donc, le Royaume-Uni, avec les États-Unis, à l'instigation de ces compagnies pétrolières, avait amené le roi et par conséquent le Parlement à opérer un changement constitutionnel. La Libye, en vertu de cette révision constitutionnelle de 1963, était passée d'un État fédéral à un État unitaire, avec 10 gouvernorats pour toute la Libye. Donc c'est un État juridique et constitutionnel qui a duré jusqu'au 1er septembre 1969, lorsque un jeune capitaine, Muammar Kadhafi, à la tête d'officiers libres, prit le pouvoir en Libye grâce à la collaboration aussi, à la coopération d'un bon nombre d'officiers de l'armée libyenne qui n'étaient pas membres des officiers libres. Je vous épargne, si vous voulez, la période Kadhafi, mais je pense que tout le monde est au courant de ce qui s'était passé pendant cette période. Un régime dictatorial, un régime répressif, qui a conduit les Libyens à se poser des questions en 2011. En 2011, les Libyens ont vu tout d'abord à l'Occident, aux frontières occidentales, la Tunisie sœur, la Tunisie voisine, prendre un autre chemin puisqu'il y avait un soulèvement populaire contre le président d'alors, le président Ben Ali, le 14 janvier de cette année-là. Et puis, 2 semaines après, c'était le 28 janvier, que le soulèvement populaire égyptien était conduit par des jeunes Égyptiens et d'autres forces politiques que l'on connaît. Et donc les Libyens se sont posé des questions s'il ne fallait pas, eux aussi, à leur tour, passer à l'acte
et tenter de renverser le régime. Ce qui fut fait, il y avait des jeunes, surtout à Benghazi, des jeunes et des moins jeunes, intellectuels, libéraux, nationalistes, mais qui voulaient s'en défaire du régime dictatorial d'alors de Moamer Kadhafi. Je tiens à souligner ici qu'à l'époque, les islamistes n'avaient pas pris les devants, que ce soit en Égypte ou que ce soit en Tunisie. Le soulèvement populaire était conduit par des gens qu'on ne pourrait pas appeler laïcistes, mais qui n'avaient pas une idéologie de l'islam politique que l'on connaît à l'heure actuelle dans certaines parties du monde arabe. Donc un conseil transitoire a été créé et, comme vous le savez, il y avait une lutte assez acharnée entre les partisans du renversement de Moamer Kadhafi et de son régime d'un côté, et puis les tenants du régime Kadhafi. Il y avait une guerre civile qui a duré entre le 17 février, si vous voulez, et le 20 août de la même année, en 2011, puisque Tripoli a été conquise par les jeunes révolutionnaires à l'époque, avec l'intervention, comme on le sait, de la résolution du Conseil de sécurité 1970 et avec l'intervention des forces de l'OTAN qui avaient pilonné les postes de commandement de l'armée de Kadhafi et qui avaient contribué, il faut le reconnaître, au renversement de Moamer Kadhafi, qui fut arrêté le jeudi 20 octobre en 2011 à Sirte, sa ville natale, et qui a été conduit vers Misrata, mais en cours de route, comme on le sait, il a été tout de suite tué par les jeunes qu'il avait arrêtés. Donc, le conseil transitoire, qui avait les commandes du pouvoir politique à l'époque, à l'instigation des Libyens et des forces aussi qui avaient contribué au changement politique, avait souhaité passer à des élections et passer le fanion à d'autres forces politiques qui allaient être mises en place grâce aux urnes, grâce aux élections qui avaient pris, si vous voulez, qui avaient eu lieu, en effet, le 7 juillet 2012. Le 7 juillet 2012, il y avait les premières élections en Libye. Et je me rappelle qu'alors, le président Obama avait salué cette avancée et ce lendemain du renversement du régime Kadhafi par l'adoption des Libyens de la démocratie et le chemin qu'ils ont emprunté à avoir des élections et que le Conseil transitoire avait accepté de passer, si vous voulez, le témoin à la nouvelle assemblée qui a été élue alors. Entre 2012 et 2014, on commençait à avoir les prémices d'une crise politique et sécuritaire, malgré les élections. D'un côté, il y avait ces forces qui se distancient notamment de l'islam politique d'un côté, conduites par Dr Mahmoud Jibril, qui était le président du gouvernement en exil, du gouvernement provisoire en 2011-2012. Mahmoud Jibril avait en effet collaboré avec le régime Kadhafi. C'était un spécialiste de la planification qui avait travaillé dans les années 2000 avec les Omanais, avec les Émiriens, avec les Qataris, grâce à sa compagnie de consulting au Caire, mais qui avait été aussi sollicité par le régime Kadhafi d'alors. Donc, entre 2012 et 2014, il y avait lui et son alliance. Il avait un groupement de partis politiques qu'il a nommé l'Alliance. Il y avait lui d'un côté, et puis de l'autre, il y avait des islamistes d'autres forces, les frères musulmans, et d'autres forces aussi politiques et militaires qui étaient présentes ou en Afghanistan. C'était des revenants de l'Afghanistan qui avaient contribué en 2011, grâce à leurs armes, qui avaient contribué, qui avaient pris les armes et qui avaient lutté militairement contre le régime Kadhafi. Donc il y avait
au sein de la nouvelle assemblée appelée Congrès général, il y avait cette lutte entre les deux tendances, qui a culminé à un certain moment par l'adoption d'une loi dite de l'isolation politique. Mahmoud Djibril était notamment visé par cette loi, mais il y en a d'autres qui avaient péri en cours de route et qui avaient été obligés de quitter le paysage politique libyen parce que la loi disait que tous les éléments qui avaient travaillé pour le gouvernement Kadhafi pendant les 40 années ne devaient plus être inclus dans le processus politique libyen. Je rappelle que le vote de cette loi avait été obtenu aussi à cause de la force de la coercition qui a été utilisée à Tripoli contre l'ancien président du Parlement, Mohamed El Moughariev. On avait tiré sur sa voiture blindée à l'époque, avant l'adoption de cette loi. Je rappelle qu'en Tunisie voisine, la même loi avait été contemplée par certains au Parlement tunisien. Et je rappelle que bon nombre de la base de Nahda, le parti des frères musulmans tunisiens, et des parlementaires tunisiens s'étaient dirigés vers M. Ghanouchi, qui, comme vous le savez, était un réfugié politique au Royaume-Uni pendant de longues années, avant de rentrer en Tunisie en 2011. Ils s'étaient adressés à M. Ghanouchi pour lui demander de voter cette loi. Et M. Ghanouchi, clairvoyant, a dit non, c'est une loi qui isole maintenant les anciens du régime Ben Ali, mais dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, cette loi va se retourner contre nous et c'est nous qui allons payer les frais de cette loi à l'avenir. Donc, de façon, je pense, clairvoyante et intelligente, il avait bloqué l'adoption de telles lois. En Libye voisine, au contraire, cette loi fut votée. Et je rappelle que pendant cette période, M. Mahmoud Djibril était le diable à ne pas fréquenter. Il était diabolisé par des forces islamistes et d'autres forces sous-régionales qui les avaient rejoints. Il y a eu une situation, je vous prie de bien vouloir donner l'autre photo. Ici, nous voyons une pancarte le vendredi 7 juin 2013. C'est une photo, une pancarte qui invitait les gens à assister à une conférence sur la vérité à propos de M. Ben Laden. C'est dire qu'à Benghazi, surtout, à partir de 2012, il y avait des forces extrémistes qui avaient pris le pouvoir dans la ville de Benghazi. Je rappelle, pour ceux qui l'ont oublié, que le 12 septembre 2012, l'ancien ambassadeur des États-Unis d'Amérique en Libye fut assassiné à Benghazi le 12 septembre par des extrémistes, par ces mêmes extrémistes qui avaient pris le pouvoir dans la ville de Benghazi. Et donc, je dis que c'était le vendredi 7 juin. Le samedi 8 juin, les habitants de Benghazi se rappellent du samedi noir, au cours duquel il y avait une tuerie contre des manifestants civils qui avaient marché sur une base militaire pour demander le rétablissement de la police et de l'armée contre la gabegie, contre le chaos qui avait commencé à s'installer à Benghazi. Donc il y avait des tirs de feu qui avaient été effectués à ce moment-là, et c'est une théorie dont malheureusement les habitants de Benghazi se rappellent toujours. Je voudrais dire que 32 civils à ce jour-là ont été tués par les hommes armés de M. Wissam Ben Hamid, un des dirigeants de ces groupements, de ces groupuscules islamistes qui avaient pris le pouvoir, comme je disais, à Benghazi. Je tire cela d'un rapport de Human Rights Watch du 13 juin 2013, quelques jours après la tuerie de Benghazi. Entre 2012 et 2014, 600 anciens cadres de l'armée
de la police et des renseignements militaires libyens ont été assassinés dans la ville de Benghazi. 600 éléments, officiers et sous-officiers qui étaient à tour de rôle assassinés pendant ces 2 années, entre 2012 et 2014. Mais 2014 avait connu aussi l'avènement d'assassinats visant des civils, des journalistes, des intellectuels et même des gens qui avaient contribué au déclenchement du 17 février en 2011, comme je le disais tout à l'heure. Avec ce climat qui a perduré, il y avait le mandat du Congrès national, du Parlement d'alors, avait expiré et il y avait d'autres élections législatives qui ont été organisées en juin 2014. Donc le 25 juin 2014, on a assisté en Libye aux 2e élections législatives qui avaient été organisées. Alors, je voudrais que vous passiez l'autre diapo. Ici, c'est Madame Salwa Bougaïguis, un fleuron de la lutte pour la liberté, la démocratie et les droits de l'homme en Libye. C'était une avocate de Benghazi et qui se trouvait en Jordanie le 25 juin 2014. Elle avait tenu à voyager jusqu'à Tripoli et jusqu'à Benghazi pour mettre son bulletin dans l'urne pour contribuer aux élections, pour accomplir son devoir civique de Libyenne. Et bien ce jour-là, après avoir participé aux élections, elle est rentrée chez elle à Benghazi et elle avait répondu à une interview télévisée qui a été effectuée par une télévision libyenne. 1 heure après, des terroristes sont venus l'assassiner, elle et son mari qui a été kidnappé, qui est porté et disparu jusqu'à maintenant, mais il est fort à parier que malheureusement, il a dû périr. Donc, Salwa Bougaïguis, qui a été une icône entre 2012 et 2014, elle était la présidente de la Commission nationale de la réconciliation nationale pendant 2012-2014. Elle avait sillonné la Libye, sud, est, ouest, pour contribuer à la réconciliation nationale et pour faire avancer le processus démocratique, le processus post-conflit alors. Donc c'était un choc pour bon nombre de Libyens que la lâcheté atteigne cette dame, cette brave dame que nous connaissions et que nous respections énormément. Alors les élections ont eu lieu et les forces islamistes et leurs alliés avaient connu un cuisant échec. Mais avant l'annonce des résultats des élections, le lundi 20 juillet 2014, avant cela, le dimanche 13 juillet, l'opération Dawn of Libya, Aube de la Libye, a été déclenchée par une attaque. Elle avait commencé par une attaque contre l'aéroport de Tripoli. Et donc, les partisans de l'Aube de la Libye avaient eu le haut du pavé. Le Premier ministre d'alors était obligé de quitter Tripoli et subrepticement, il s'est retrouvé à Zintan à l'ouest et il avait voyagé à l'ouest de la Libye alors que lui, il est originaire comme moi de l'ouest libyen. Il était parti, donc il avait fui Tripoli et le Parlement avait été convoqué le 4 août à Tobrouk pour commencer le processus législatif de la prise de pouvoir et de la continuation du processus politique et législatif en Libye. Le 28 septembre, le gouvernement auquel j'appartenais avait été voté par la Chambre des représentants à Tobrouk. Mais auparavant, le Congrès défunt, le Congrès qui n'était plus légitime, avait continué à
exercer ses fonctions dans la capitale. Pire, en septembre, ils ont donné lieu, ils ont voté l'adoption de la Constitution, la formation d'un gouvernement à Tripoli, dit le gouvernement de salut public. Le gouvernement de salut public qui n'était pas en odeur de sainteté par la communauté internationale. La communauté internationale, judicieusement, avait reconnu le gouvernement auquel j'appartenais à partir du 28 septembre 2014. Et donc nous avions exercé nos fonctions à partir de l'Est libyen, à partir de Baïda, où il y avait de la neige, comme je disais, ces derniers jours. Baïda, qui fut la capitale estivale du gouvernement monarchique, de la monarchie d'alors, comme les Saoudiens qui vont à Jeddah qui déménagent le gouvernement tous les ans de Riyad à Jeddah. À l'époque, à l'époque du roi, le gouvernement partait de Tripoli vers Baïda, qui est à 850 mètres au-dessus du niveau de la mer, et qui connaît, si vous voulez, aussi une température très agréable pendant l'été. Alors nous étions à Baïda comme gouvernement et le Parlement avait élu domicile à Tobrouk. Je disais que par suite de ces assassinats qui visaient des anciens de l'armée et puis des civils, comme je le disais au cours de 2013-2014, les habitants de Benghazi avaient fait une marche et on avait appelé au général d'alors, Khalifa Haftar, qui est venu des États-Unis en 2011. Il avait participé au soulèvement des Libyens à l'époque contre Kadhafi, contre son ancien compagnon. Il y avait une marche à Benghazi qui avait demandé à M. Haftar de trouver une solution. Et c'était au cours des premiers mois de 2014. Donc le 16 mai 2014 avait commencé à Benghazi l'opération Dignité. Et si vous voulez, c'était une réponse du berger à la bergère. 2 mois après, on avait connu l'opération Aube de la Libye, de ceux-là même qui craignaient d'abord une opération militaire qui avait été déclenchée à Benghazi d'un côté, de l'autre politiquement, ils savaient qu'ils allaient perdre aux élections et en effet, la majorité qui a été portée au Parlement de Tobrouk n'était pas du tout islamite, loin s'en faut. Cette situation a duré alors que l'émissaire onusien Bernardino León cherchait une solution avec la communauté internationale qui était active sur le dossier libyen. Et donc, il y avait des réunions au début de 2015 à Genève, dans le canton de Genève, dans la ville de Genève, dans un premier temps. Et puis, ce sont nos amis marocains qui avaient invité Bernardino León et les Libyens à aller à Skirat, au Maroc, pendant des mois, où les accords de Skirat ont été négociés et puis déclarés, admises, acceptés le 17 décembre 2015. M. Serraj, l'actuel président du Conseil présidentiel et Premier ministre, a pu entrer dans la ville de Tripoli le 30 mars, le mercredi 30 mars 2016, grâce aux arrangements sécuritaires qui avaient été négociés et mis en place par le général Paulo Serra, qui était le directeur du département militaire de la mission des Nations Unies en Libye. Alors, M. Serraj et son entourage présidentiel, avec son gouvernement, n'étaient pas du goût du Parlement de Tobrouk, de la majorité, et il y avait une fin de non-recevoir qui lui avait été opposée. Face à cela, les amis de la Libye, qui se réunissaient périodiquement, donc le lundi 16 mai 2016, les amis de la Libye s'étaient réunis à Vienne et avaient entériné les pouvoirs qui ont été donnés à M. Serraj et à son gouvernement, et ils avaient reconnu la légitimité de ce gouvernement dit
d'union nationale, de concorde en français, de concorde nationale, National Accord in English. Et c'était grâce à une résolution du Conseil de sécurité aussi que ce gouvernement avait été accepté la résolution 2159 de décembre 2015. Mais comme il n'y a pas eu un vote de confiance de la Chambre des représentants du Parlement de Tobrouk, les Amis de la Libye, et je tiens à souligner ici que ce groupement contient des puissances arabes, bien entendu, mais aussi ceux qui étaient intervenus aux côtés des Libyens en 2011, mais aussi la Chine et la Russie. Donc la Chine et la Russie avaient entériné aussi la résolution du Conseil de sécurité 2159 d'un côté, et de l'autre, ils avaient entériné la décision de la réunion de Vienne de 2016. Du coup, notre gouvernement était devenu caduc sur le plan international et c'est le gouvernement de M. Serraj qui bénéficie jusqu'à l'heure actuelle de la légitimité et du soutien de la communauté internationale, y compris des pays voisins comme l'Algérie, l'Égypte, les Émirats, le Qatar, la Turquie, que sais-je. Alors, je voulais là vous décrire la situation actuelle et après avoir donné cet historique, j'espère que je n'étais pas trop long, mais je voudrais dire que la crise actuelle que connaît la Libye a plusieurs dimensions. D'abord, c'est une crise à l'évidence politique, puisqu'on a d'un côté l'aube de la Libye, qui n'a plus raison d'être, mais les forces qui avaient participé à l'aube de la Libye sont toujours présentes sur le terrain, notamment en Tripolitaine, à l'ouest libyen. Et puis vous avez aussi les partisans de l'opération Dignité, avec le concours du Parlement de Tobrouk, qui sont là encore. Je tiens à dire qu'entre 2014 et jusqu'à l'heure actuelle, après M. Jibril, maintenant celui qui est diabolisé parce que accusé d'être le nouveau Kadhafi, c'est le maréchal Khalifa Haftar, qui préside aux destinées de l'armée nationale libyenne, qui avait conduit, comme je le disais, cette opération Dignité, qui s'était culminée par la libération de Benghazi en décembre 2017, du joug d'Ansar al-Sharia et des groupuscules extrémistes. En mai dernier, 2018, l'armée nationale libyenne s'était attaquée à investir un autre foyer de ces extrémistes à Derna et qui a été libéré. Il reste quelques carrés de résistance de ces milieux-là dans la vieille ville de Derna jusqu'alors. Je tiens à dire que la situation libyenne a eu un impact sur l'Algérie, sur l'Égypte, sur la Tunisie. Je vous donnerai, si vous voulez, des exemples tout à l'heure, avec des attentats terroristes conduits conçus à partir de la Libye contre la Tunisie sœur, contre l'Algérie et contre l'Égypte. Mais ici, c'est un livre qui est paru en 2018, en mars 2018, où l'auteur parle du drame syrien, comme on le sait, mais elle parle aussi de la corrélation Libye-Syrie qui a prévalu entre 2011, 2012 et les années qui ont suivi, avec l'omniprésence des milieux extrémistes, comme je le disais, notamment à Benghazi, mais aussi en Tripolitaine. Donc, elle décrit par le menu détail les camps de terroristes, les camps d'entraînement, de formation des terroristes arabes qui étaient amenés en Libye, à l'ouest, en Tripolitaine comme à l'ouest, comme à l'est, et depuis les aéroports de Benghazi et de Tripoli, ils étaient conduits via la Turquie en Syrie pour participer à la lutte, aux actes qu'avaient menés des groupuscules affiliés à Al-Qaïda. Et je tiens à souligner qu'à l'époque, on ne connaissait pas encore, en 2012, 2013, 2014, on ne connaissait pas encore
l'État islamique dit Daesh. Alors, la situation libyenne a eu des effets négatifs sur la sécurité nationale de l'Égypte, de la Tunisie, de l'Algérie, mais aussi de la Syrie. La crise libyenne est une crise économique, puisque le représentant spécial actuel des Nations Unies, Dr Ghassan Salamé, libanais sillonnais, parle toujours de l'économie prédatrice. Je tiens ici à souligner que les groupes, les milices qui avaient été mises en place grâce ou à cause des arrangements sécuritaires du général Paulo Serra, ce sont ces mêmes milices qui commençaient à mettre de la pression sur des institutions de souveraineté, sur la Banque centrale notamment, mais aussi sur l'Autorité nationale des investissements et la Compagnie nationale des pétroles, la NOC, National Oil Corporation, pour placer les leurs, pour pousser leurs avantages. Mais en ce qui concerne la Banque centrale, ils pouvaient avoir des lettres de crédit grâce auxquelles ils pouvaient avoir accès à des dollars au cours officiel. Au lieu d'importer des produits de l'étranger contre ces lettres de crédit, ils arrosaient le marché noir du dollar par ces dollars qu'ils avaient pu obtenir. Je rappelle qu'en 2016-2017, la parité du dinar qui avait flanché était de 1 à 8. Donc ils réussissaient à s'engranger beaucoup de bénéfices par les pressions, les moyens militaires et les pressions militaires qu'ils avaient exercées sur la Banque centrale. Et il y a notamment une crise de l'espèce du cash en Libye, et on a vu des femmes, des vieillards, des hommes faire des queues interminables à partir de minuit, de 1h du matin, pour recevoir 400 dinars libyens par mois par les banques commerciales, compte tenu de cette pénurie du cash qui a été ramassé par les marchands, par les commerçants, mais aussi par le marché noir, par le marché parallèle du dollar. Donc c'est une crise qui a été effarante, qui a été soulignée, si vous voulez, et qui a affecté le vécu des Libyens. La crise libyenne était une crise sécuritaire. Je parlais tout à l'heure de la mainmise de Ansar al-Sharia, qui a été déclarée, qui a été désignée comme une organisation terroriste le 17 novembre 2014 par le Comité de sanctions des Nations Unies. Donc, Ansar al-Sharia avait si vous voulez, sillonné Benghazi avec leurs actes et leurs combats qu'ils avaient menés contre l'armée nationale libyenne avant de pouvoir assassiner et faire la loi dans la ville de Benghazi. Je tiens à dire qu'ils étaient conseillés en 2017, ce n'est qu'en 2017 qu'ils étaient conseillés de changer de se dissoudre pour, si vous voulez, noyer le poisson. Comme le soi-disant conseil des révolutionnaires, le conseil de la Choura des révolutionnaires de Derna avait été conseillé l'année dernière à l'approche de l'attaque contre Derna par l'armée nationale libyenne, par l'ANL. Ils avaient été conseillés de changer leur nom. Au lieu de dire qu'ils étaient le conseil de la Choura des révolutionnaires de Derna, ils s'étaient constitués en conseil de défense de la ville de Derna. Cela ne trompait personne pour ce qui concerne Benghazi et pour ce qui concerne Derna. Donc la crise est une crise sécuritaire. Donc Ansar al-Sharia et d'autres groupuscules liés à Al-Qaïda étaient à Tripoli, à Misrata et dans certaines parties de la Tripolitaine. Je tiens à dire que peu à peu, l'État islamique Daesh, qui était notamment présent en Irak et en Syrie, avait commencé à s'installer à l'est de la Libye, au centre de la Libye et à l'ouest. Et donc, il y avait, si vous voulez, un bastion très fort de Daesh à Sirte,
en 2015-2016, ce qui a conduit le gouvernement d'union nationale, avec le concours des États-Unis d'Amérique, à entreprendre une guerre contre Daesh qui a duré quelques mois. Daesh, on avait été, si vous voulez, délogé de la ville de Sirte, mais Daesh s'était déplacé au sud-ouest de la Libye, au centre à Joufra de la Libye, et se trouve de nos jours à Tripoli, puisqu'il y a 2 jours, le ministre de l'Intérieur à Tripoli a reconnu que Daesh était présent à Tripoli, alors que M. Ghassan Salamé, le représentant spécial des Nations Unies, l'avait aussi proclamé au mois d'octobre. C'est un secret de polichinelle, puisque l'année 2018 a connu 3 attentats principaux de Daesh à Tripoli. D'abord, l'attentat du 1er mai 2018 contre la Commission nationale des élections, au cours duquel 16 personnes ont été tuées et 20 autres blessées. Le deuxième attentat de Daesh à Tripoli contre une institution de souveraineté, c'était contre la NOC, la National Oil Corporation, la compagnie nationale des pétroles. Le 10 septembre, 2 personnes du staff avaient été tuées et une dizaine avaient été blessées. Le troisième, c'était le lendemain de Noël, c'était le mardi 25 décembre dernier, contre le siège du ministère des Affaires étrangères. 3 personnes ont été tuées et une dizaine avaient été blessées alors. Donc Daesh est à Tripoli, mais Daesh avait aussi conduit quelques autres opérations à Joufra, à Zliten, à l'ouest de la Libye, et ils sont bel et bien présents dans cette partie, dans ces contrées libyennes. Je tiens à conclure pour dire que Ghassan Salamé, judicieusement, avant la conférence de Palerme du 13 novembre dernier, avait eu un briefing au Conseil de sécurité. Il avait peaufiné sa feuille de route qui avait été adoptée l'année d'avant à l'Assemblée générale des Nations unies le 20 septembre 2017. Il avait dit que le mot d'ordre pour lui, la feuille de route, consistait à convoquer un congrès général pour les Libyens bientôt, où il inclurait d'autres forces politiques qui en avaient été exclues du processus politique, notamment les kadhafistes et les monarchistes, mais il incluait toutes les forces politiques et militaires et tribales, sociales, qui sont présentes sur la scène politique et sociale libyenne, d'un côté. Et donc, c'est là où une révision de Skhirat pourrait être entamée et une autre feuille de route pourrait être adoptée par les Libyens. Et il avait mis l'accent sur la nécessité de tenir des élections législatives et présidentielles. Et hier, au cours d'une interview télévisée à Al-Hurra, une chaîne de télévision américaine, il avait précisé qu'il souhaiterait avoir des élections législatives dans un premier temps, suite auquel il y aurait la Constitution qui serait votée et à la fin de l'année, des élections présidentielles devraient voir le jour. Je termine par là et je suis sûr que vous aurez des questions à poser par rapport à la période que j'ai parcourue avec vous et peut-être par rapport à d'autres questions qui vous tiennent à cœur pour ce qui concerne la Libye.